Il devait mourir. C'était du moins l'une des tendances de la mi-saison. Les incroyables Golden State Warriors devaient s'éteindre. Trop vieux, trop incomplet, trop tout. Et les Minnesota Timberwolves ne pouvaient pas rendre cet effectif fonctionnel. Il était trop Julius, trop Randle, trop Rudy, trop Gobert, trop tout, lui aussi. Pourtant, ces deux mastodontes se sont réveillés à peu près en même temps. L'un grâce à un trade XXL, celui de Jimmy Butler, l'autre en revenant sur ses bases et en misant toujours plus sur l'explosion d'un Anthony Edwards sans cesse renouvelé. L'histoire de la saison de ces deux équipes nous rappelle une règle bien réelle de la NBA. On oscille entre clair et obscur, mais l'espoir meurt en dernier. Alors, quelle expédition arrivera aux portes des finales NBA ? Mesdames, messieurs, bienvenue dans la dernière demi-finale de la conférence Ouest. Mitchell has his head up, takes a look for feet. Oh my! Alors, on se retrouve pour parler une dernière fois des demi-finales de la conférence Ouest, aussi les demi-finales tout court NBA, et aussi une dernière fois pour parler du premier tour. Finalement, puisque vous l'avez compris, ces previews sont aussi l'opportunité de revenir sur ce qui s'est passé au premier tour, même si c'est pour en apprendre un peu plus sur l'équipe qu'on regarde. Et cette fois encore, je vais vous proposer un podcast seul, parce que alors là, c'est pas le premier mec qui fait ça, c'est tout simplement le rythme NBA qui est effréné, étant donné qu'entre la victoire des Warriors et le game 1 de cette série entre Golden State et Minnesota, il n'y a que 48 heures. Donc croyez-le, parfois c'est difficile pour nous aussi d'arriver à se mobiliser, mais c'est pas grave, on va quand même vous proposer cet épisode pour pouvoir revenir sur cette série, pour pouvoir vous faire une preview de cette série et puis pour vous permettre d'en savoir un petit peu plus, puis aussi d'avoir notre regard sur ce qu'on va regarder justement sur ces deux équipes. Et donc, comme la dernière fois, vu que j'étais aussi seul, je vous demande de ne pas hésiter à compléter en commentaire les différents éléments que vous voyez sur cette série, ce que vous sentez pour qu'on puisse un peu construire cette preview à 2, à 3, à 4, à 5, à 6, peu importe. Mais en tout cas, qu'on puisse la construire un peu ensemble. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir dans nos différentes péripéties et pérégrinations. Mais donc, vous l'aurez compris, on va vous parler de la série entre les Warriors et les Wolves, sur le même format que ce que vous avez pu entendre jusqu'à présent dans nos diverses previews, à savoir que dans un premier temps, je vais revenir un peu sur ce qu'on a vu durant le premier tour, sur les éléments qui m'ont marqué et qui devraient avoir un impact aussi dans la série des demi-finales. Et vous allez voir que, notamment côté Warriors, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et puis dans un second temps, on ira regarder un peu plus dans le détail les éléments de la match-up qui me semblent important de regarder pour pouvoir justement préparer au mieux ces demi-finales de conférence. D'ailleurs, moi je trouve que c'est parmi le lot des 4 demi-finales de conférence, c'est peut-être la plus excitante parce que je pense qu'elle peut être assez équilibrée. On verra quel résultat elle obtient au final, mais en tout cas, on retrouve déjà la notion d'opposition de style qu'on avait déjà au premier tour pour ces deux équipes, qui vont encore retrouver ce schéma un peu d'opposition de style. Et puis, ces deux équipes qui sont peut-être pas si proches que ça, mais qui, en tout cas, au début de la série, peuvent donner l'impression d'être assez proches. Et donc, forcément, ça peut nous donner envie de regarder ça avec pas mal d'attention. Donc, vous l'avez compris, dans un premier temps, on essaye de regarder ce qu'on a vu durant le premier tour. Et ensuite, on se fait les éléments de la match-up. Alors, on va commencer avec les Warriors. Qu'est-ce qu'on a vu dans cette série entre les Warriors et Houston ? C'est une série qui allait en 7 matchs quand même. Je ne sais pas si beaucoup l'avaient prédit, mais en tout cas, c'était Paul qui avait dit que si ça allait en 7 matchs, il voyait les Warriors gagner à Houston et c'est effectivement ce qui s'est passé. Moi, en toute sincérité, j'ai eu la sensation après le match 5 et 6 que Houston avait pris la main, notamment la main physique sur cette série
et qu'ils allaient réussir à la conclure à domicile. Ça n'a pas été le cas, bravo aux Warriors. Mais on va essayer de regarder un peu ce qui s'est passé du coup dans cette série. Alors, le premier élément, ça ne va pas vous surprendre, mais qui me semble être le plus remarquable en fait dans cette série, c'est à quel point on a eu une confrontation de style. Et les Warriors, ils ont eu affaire à une équipe qui jouait excessivement le jeu des possessions. Et vous allez voir que quand je vous dis excessivement, pour moi, c'est pas anodin. Parce que ça s'est traduit par des choix tactiques qui sont discutables ou pas, mais en tout cas qui, à mon sens, étaient peut-être un peu excessifs. Alors, pourquoi Houston a voulu jouer déjà le jeu des possessions à ce point ? Je pense qu'il faut être assez clair. Houston, c'est une équipe qui a un talent offensif assez limité, mais qui par contre a une défense exceptionnelle. Stephen Curry a d'ailleurs dit après le match qu'il pensait que c'était plus ou moins la meilleure défense qu'il avait eu à affronter dans sa carrière. Et c'est vrai que par les profils de joueurs qu'a Houston, c'est une défense de très très haut niveau. Parce qu'en réalité, un peu comme j'ai pu vous le dire sur OKC, ils n'ont pas vraiment d'énormes défauts. Sengun a fait des gros progrès en défense et aujourd'hui ce n'est plus vraiment un joueur ciblable. Et sur les postes extérieurs, ils sont moins armés qu'OKC, mais ils ont quand même des très bons joueurs. Que ça soit Dylan Brooks, que ça soit Fred VanVleet, c'est vraiment des bons défenseurs. Jalen Green, pour moi, c'est aussi un bon défenseur. Et en plus de ça, tout peut être magnifié par Amen Thompson, qui est un défenseur, pour le coup, d'exception. Vraiment, c'est vraiment un défenseur d'exception. Je pense même que c'est un joueur assez exceptionnel. Ça sera jamais un franchise player, mais ça peut être un joueur de complément vraiment extraordinaire. Mais donc, ils ont un talent offensif qui est assez limité. Et donc, la logique pour Udoka, c'était d'imposer sa défense et en attaque, sachant qu'il allait être limité, en fait, de jouer le jeu des possessions pour pouvoir l'emporter. D'autant qu'il jouait contre une équipe qui a 2 défauts. Et là, ça va nous intéresser. Un premier défaut, c'est qu'elle est assez petite. Avec un 5 majeur, on va dire que le 5 majeur qui a terminé la série, c'était Steph Curry, Podziemski, Buddy Hield, Jimmy Butler et Draymond Green. C'est un 5 vraiment petit. Vous avez 5 joueurs qui sont en dessous des 2 mètres. Donc très petit. Et c'est un effectif qui perd beaucoup le ballon. Pourquoi il perd beaucoup le ballon historiquement ? Parce qu'il y a un jeu collectif offensif qui est fait de pas mal de mouvements, de pas mal de passes difficiles, notamment sur les cuts, et que forcément, c'est un jeu au risque, au retour sur investissement, quoi. C'est-à-dire que les passes que vous enclenchez, elles ont l'avantage de vous mettre dans des très bonnes positions si elles sont réussies. À l'inverse, si elles sont loupées, le risque c'est quand même d'avoir une interception. Le meilleur exemple, c'est quand vous faites une cut dans l'axe. Si vous arrivez à toucher le cutter, ça fait un panier facile. Si vous le loupez, c'est très compliqué parce que vous perdez la balle et qu'en plus vous avez un joueur de moins sur le repli défensif. Donc c'est assez difficile. Et donc, comment Houston a essayé de jouer ce jeu des possessions ? Le premier élément, ça a été d'imposer beaucoup leur taille. Houston a essayé d'imposer sa taille de manière extraordinairement remarquable pour le coup, avec, vous le savez tous, la présence de Steven Adams, qui a été très bon sur la série dans son rôle, un peu moins sur le game set, mais très bon dans la série sur son rôle, qui a souvent été mis dans des line-up avec Alperen Sengun. Et donc on avait une situation où Houston arrivait avec 2 joueurs de plus de 2m10, assez agressifs, le meilleur rebondeur offensif de la NBA en plus là-dedans, avec Steven Adams. Sengun, c'est un bon rebondeur offensif. Et donc l'idée, c'était quand même d'avoir une domination au rebond qui était très importante. Mais en réalité, Udoka, il allait même plus loin que ça. Parce qu'il a fait des 5, pas mal de 5, avec Jabari Smith en poste 3. Jabari Smith, qui fait d'ailleurs, franchement, une super série. Moi, j'ai trouvé très très bon. D'ailleurs, on a vu qu'en fait, il peut un peu jouer poste 3 parce qu'il arrive à poser 2-3 dribbles et mettre des mi-distances. C'est un vrai bon shooter extérieur. C'est un bon défenseur de cercle. Il est peut-être un peu limité pour défendre des très bons ailiers percutants, mais il peut presque jouer quand même en fait Jabari Smith de 3-5, quoi. Et c'est un joueur que moi j'aime beaucoup, donc ça me permet de le dire. Donc des line-up avec Sengun, Adams, Jabari Smith, mais même des line-up où il rajoutait Tari Eason là-dedans.
Et même, je crois que c'était dans le match 2, on a vu à un moment donné Sengun, Adams, Jabari Smith, Eason et Amen Thompson. Donc vraiment, Udoka a proposé des 5 qui sont impossibles à reproduire pour d'autres équipes. Et ce que je trouve intéressant quand on regarde ça, c'est forcément les conséquences que ça a eu. Première conséquence que ça a eu, forcément, le rebond. Houston a été dominant au rebond offensif, c'est une certitude. Avec à peu près 13 rebonds offensifs par match, ils ont pris 31% des rebonds qui traînaient en rebond offensif. Donc en gros, sur 10 tirs manqués, il y en a 3 qui terminaient par un rebond offensif. Déjà, le premier élément qu'on peut noter là-dessus, c'est que moi, j'ai trouvé les Warriors pas si mauvais finalement. Le but pour eux, c'était de limiter la casse là-dessus. Alors certes, le taux de rebond offensif était très haut, mais j'ai trouvé qu'ils arrivaient quand même un peu à limiter la casse, en étant notamment eux-mêmes bons de l'autre côté du terrain sur le rebond offensif. 31% de rebond offensif concédé, c'est beaucoup, mais Golden State était à plus de 23% de rebond offensif, eux aussi pris. Et donc j'ai trouvé que là-dessus, ils arrivaient à bien compenser. Pourquoi ? Parce que Golden State prend beaucoup de tirs extérieurs, que les tirs extérieurs finissent souvent par des rebonds longs, et que les rebonds longs, donc des tirs à 3 points quand je dis tirs extérieurs, et que les rebonds longs, souvent, en fait, les joueurs au périmètre sont plus à même de les récupérer que des grands dans la raquette. Et donc je pense que ça a un peu joué à leur avantage, d'autant qu'ils avaient des joueurs qui sont des joueurs assez intelligents là-dessus. Jimmy Butler est un joueur qui a un timing de rebond qui est assez inégalé. Et puis même des joueurs comme Gary Payton, comme Steph Curry, comme Podziemski, c'est des joueurs qui savent traîner et récupérer ces choses-là. Donc premier élément, Golden State a plutôt répondu à cette orgie de rebond offensif côté Houston en prenant eux aussi pas mal. La deuxième, c'est que ça bloquait les capacités de drive de Houston. Alors, ça c'est assez important. Houston, c'est pas une équipe qui a beaucoup de bons drivers, mais c'est vrai qu'en jouant aussi grand, ils se sont à un moment donné un peu supprimé le drive. Et notamment, on a vu dans ces configurations-là, Alperen Sengun, finalement, jouer beaucoup de ballons poste bas. Et on a vu Houston essayer de générer de l'attaque énormément par le jeu poste bas. Alors, vous allez me dire, c'est sûr, c'est l'avantage de taille, c'est ce qui te permet de justement jouer ton avantage de taille. Sauf que, moi je suis pas convaincu que ça c'était un bon choix pour Houston. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, premier point, rappelez-vous une autre équipe de Houston, c'était l'équipe de Mike D'Antoni, qui avait fait le choix de jouer small ball en transférant Clint Capella contre Robert Covington à l'époque, et en proposant un 5 autour de Russell Westbrook et James Harden, avec que des joueurs autour des 2 mètres, et donc pas de grands à l'intérieur. Alors, ils n'avaient pas eu l'occasion de beaucoup jouer parce que le Covid était passé par là. Mais moi, un élément qui m'avait marqué avec cette équipe, c'était à quel point vouloir les attaquer par le jeu au poste, c'était en fait une erreur. Parce que les équipes assez petites, elles ont l'avantage de pouvoir du coup beaucoup aider et de repartir sur les close-out rapidement. Et globalement, quand vous multipliez trop le jeu au poste, le risque, c'est que vous génériez beaucoup d'aide pour l'adversaire et une capacité à repartir après à l'opposé sur les close-out. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Deuxième élément sur le problème de supprimer le drive, et pour moi c'est le plus important, c'est que du coup, on a vu Steve Kerr faire confiance en ses attaquants. Et Steve Kerr, on va revenir dessus, mais il a une rotation un peu particulière parce qu'il a des joueurs à fort compromis. Et c'est vrai que c'était une très bonne façon pour lui de pouvoir jouer beaucoup de sessions de jeu avec Podziemski et avec Buddy Hield. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas de joueurs capables de driver, finalement, vous pouvez jouer avec Podziemski et Buddy Hield parce qu'ils ne vont pas être dépassés sur le drive. Et si jamais ils sont un peu postés, et là vous faites de la prise à 2 parce que vous avez des joueurs comme Jimmy Butler ou comme Draymond Green qui sont extrêmement intelligents sur les prises à 2. Et donc, ça vous libère de l'impératif d'avoir des défenseurs extérieurs sur le terrain. Et donc, la meilleure chose qui pouvait arriver finalement pour Golden State, c'était de jouer qu'avec des attaquants. En se disant,
ok, vous essayez de maximiser votre jeu des possessions, et ben nous, ça va nous permettre de maximiser notre efficacité offensive. Ok, on ne peut pas gagner le jeu des possessions, par contre, on peut gagner le jeu de l'efficacité offensive. Et c'est concrètement ce qui s'est passé. Et donc moi, là-dedans, une question que je me pose, c'est pour ça que je vous ai dit excessivement le jeu des possessions, c'est que je pense que Udoka, il allait un peu trop loin là-dedans. Moi, je pense que c'était un peu excessif. Non pas que le plan d'essayer de jouer le jeu des possessions était mauvais, mais je ne suis pas sûr qu'il était nécessaire de le jouer à ce point pour le dominer au point où ils l'ont dominé. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'à mon avis, la présence de Sengun et Adams était suffisante pour gagner le rebond offensif. Voire même, la présence de Sengun, Jabari Smith et Amen Thompson était suffisante pour gagner la bataille du rebond offensif. Vous auriez peut-être perdu quelques rebonds, peut-être que plutôt que 13 rebonds offensifs par match, vous seriez passé à 11. Mais vous auriez vraiment maximisé le reste. Et en tout cas, vous n'auriez pas supprimé le drive. Et en ne supprimant pas le drive, vous auriez imposé aux Warriors de un peu plus mettre leurs défenseurs sur le terrain. Donc c'est pour ça que je pense que Udoka a été un peu excessif dans cette bataille des possessions et qu'à un moment donné, il l'a payé parce que, notamment dans le Game 7, son efficacité offensive, elle est vraiment beaucoup trop basse et que ça a joué en faveur des Warriors. Mais quand même, crédit à Steve Kerr parce que il faut oser continuer à jouer petit quand en face, ça joue très très grand. Et c'est sûr que le pire pour Golden State aurait été d'essayer de matcher cette taille-là en jouant eux-mêmes grands, mais avec des joueurs qu'ils ne veulent pas voir sur le terrain, comme Kevin Looney, comme Jackson Davis par exemple, qui sont des joueurs que tu n'as pas envie finalement d'avoir sur le terrain. Donc ça, c'est le premier élément qui, à mon sens, était marquant. Ils ont plutôt bien résisté finalement à ce jeu des possessions et ils ont été capables de le compenser. Deuxième point que j'ai voulu noter sur cette série, vous allez voir, c'est un peu en lien avec ça, mais j'ai quand même trouvé que cette série nous rappelait à quel point, justement, la rotation des Warriors est une rotation à fort compromis, à très fort compromis. Quand on parlait d'OKC hier ou avant-hier, je ne sais pas quand vous avez écouté le podcast, si vous l'avez écouté, mais on vous disait que les role-players d'OKC, une de leurs particularités, c'était la polyvalence. C'est des joueurs qui sont capables de shooter, de défendre, de driver, de passer. Si vous prenez les Lakers, finalement, c'est un petit peu pareil. Que ça soit Dorian Finney-Smith, Rui Hachimura, Austin Reeves, on est un peu pareil. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est une tendance un peu en NBA, d'essayer de privilégier des role-players polyvalents. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu te rends compte que si tu as un mec trop ciblable en défense, en fait, il n'est pas vraiment jouable. De la même façon, si tu as un mec qui n'est pas capable d'attaquer un close-out, il n'est pas vraiment jouable. Et pourtant, les Warriors, ils sont sur quelque chose d'un petit peu différent. Eux, ils ont un supporting cast qui est un supporting cast de spécialistes. Parce qu'en fait, si vous regardez, vous avez en gros, dans la rotation, 4 joueurs qui ont des profils vraiment très offensifs. Buddy Hield est un profil à fort compromis. C'est un très fort attaquant, très bon shooter, capable de créer un petit peu balle en main. On l'avait vu aux Sixers l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne me rappelle plus. Par contre, c'est vraiment un mauvais défenseur. Podziemski, c'est un peu la même chose. C'est un joueur, défensivement, ça va à peu près. Je pense qu'il n'est pas capable de tenir un fort attaquant, mais ça va à peu près. Par contre, c'est un joueur qui a le pull-up sur le pic. Et ça, on sait que c'est une arme importante. Et puis, c'est quand même un bon attaquant. Vous avez, c'est Quentin Post, je crois. Enfin, en tout cas, le pivot, la Post. C'est un peu pareil. Il n'est pas mauvais dans la protection de cercle, mais il manque quand même sévèrement de mobilité, ce qui ferme pas mal d'options défensives. Par contre, offensivement, il est intéressant parce qu'il a un vrai shoot et que ça reste un joueur qui t'offre de la protection de cercle, du shoot sur un mec de plus de 2m5, 2m10. C'est quand même très intéressant. Et le dernier c'est Santos. Guy Santos, que moi j'aime bien. Je trouve sincèrement que c'est un bon joueur. Et c'est notamment un bon attaquant. C'est vraiment un bon shooter. C'est un mec qui peut attaquer les close-out et il est intéressant. Mais par contre, là encore, défensivement, c'est un mec
qui a très très peu de mobilité latérale et donc qui est facile à cibler. Et puis vous avez d'autres profils qui sont plus défensifs. Le premier, c'est Gary Payton. On va dire que c'est peut-être le meilleur de leurs role-players. Gary Payton, c'est un fort défenseur sur l'homme. Il y a un côté un peu Jimmy Butler du pauvre chez Gary Payton. Fort défenseur sur l'homme, très fort IQ défensif. Moi, je trouve qu'il est très très bon sur les rotations, belle capacité à aider. Et en attaque, le problème, c'est qu'on a un shoot qui est très aléatoire. Bon joueur de cut, pour le coup. Pas mauvais passeur, mais shoot très aléatoire. Et sur un mec d'1m90, avoir un shoot aléatoire, c'est compliqué. Vous avez Kevon Looney et Jackson Davis. C'est un peu pareil. C'est des bons rebondeurs, bons défenseurs. Kevon Looney est quand même un cran au-dessus de Jackson Davis, que moi, j'aime vraiment pas, à qui je trouve peu de qualité. Mais donc, on se retrouve avec un roster à très fort compromis. Et donc, là, c'est vrai qu'il y a des choses à faire. Ils peuvent être très ciblables. Je vous ai dit, pour moi, dans la série contre Houston, Udoka a ouvert une possibilité à Steve Kerr de justement utiliser plutôt ses attaquants. Ce que Steve Kerr a parfaitement fait. Mais on verra si c'est pareil contre Minnesota. Et spoiler, je pense que ça sera un petit peu plus difficile. Et c'est vrai que cette équipe, quand elle doit mettre ses défenseurs, notamment, offensivement, c'est vraiment compliqué. À l'inverse, quand elle doit mettre ses attaquants, normalement, défensivement, ça doit être compliqué. Ça n'a pas été le cas dans cette série contre Houston. Voilà pour le deuxième point que je voulais voir. Le troisième, il va vous paraître assez évident, mais il faut quand même le rappeler parce que c'est important, c'est la gravité de Steph Curry. La gravité de Steph Curry, ce qu'on évoque quand on parle de gravité, ce qu'on veut dire, c'est à quel point vous avez un mec qui est capable d'attirer la défense et de générer de l'attaque pour les autres. Et c'est vrai que Stephen Curry, il a cette capacité assez exceptionnelle qui est que finalement, même quand il touche pas le ballon, il concentre énormément la défense parce qu'il a beaucoup de mouvements loin du ballon, je ne refais pas la chanson, et que c'est la situation finalement dans laquelle il est le plus dangereux. Et c'est vrai que Houston avait clairement tout focus sur lui. En fait, vous avez deux situations de Steph Curry sans ballon, sachant qu'il est plus utilisé sans ballon qu'il ne l'était avant l'arrivée de Jimmy Butler. Curry a vraiment été reconcentré sur un rôle d'attaquant sans ballon parce que justement, en attaquant sans ballon, il te fait ton spacing. Le problème des Warriors, c'est qu'ils ont très peu de bons shooters. Donc il faut trouver des moyens de générer du spacing. Et le meilleur moyen de générer du spacing, en fait, c'est de jouer avec Curry sans ballon. Parce que si vous jouez avec Curry sans ballon, à partir du moment où vous le mettez dans des écrans avec 2 joueurs ou un joueur, nécessairement, il va y avoir au moins 2 défenseurs qui vont majoritairement se concentrer sur lui. Et donc, vous compensez votre manque de spacing par une surutilisation des défenseurs sur Steph Curry. Et en fait, vous générez des situations de 4 contre 3 régulièrement avec Curry qui est sans ballon. Parce que le problème, c'est que si vous ne faites pas ça, il est tellement fort dans le jeu sans ballon que c'est pire que tout et que Curry, après, a le ballon dans des bonnes dispositions. Donc en fait, faire du 5 contre 5 quand Curry est sans ballon, c'est presque impossible. Et donc, Houston avait vraiment tout focus sur lui. Donc quand il était sans ballon et assez inactif, on était nettement sur du 4 contre 4. Enfin, c'était assez impressionnant. Vous avez des situations dans la série où Steph Curry est dans le corner, où Amen Thompson le prend, et clairement on est sur du 4 contre 4. C'est-à-dire que Curry il est juste dans le corner à attendre, et les Warriors doivent essayer de marquer à 4 contre 4 avec presque un terrain entier, parce que finalement, même si tu passais dans l'espace d'Amen Thompson, tu décrochais pas de Curry. Vous aviez aussi du off-ball un peu plus actif, mais ça je vous l'ai expliqué. Et là, Houston a utilisé beaucoup de prises à deux, beaucoup de switch. Donc là, pour le coup, Curry dans des écrans. Et c'est vrai que ce qu'on a vu, c'est que le projet d'avoir du spacing uniquement par Curry, il est presque viable en fait. C'est assez dingue, mais finalement, c'est viable. Il n'y a pas tant de moments que ça où on a eu la sensation que les Warriors souffraient d'un manque de spacing. Et c'est essentiellement parce que en fait Curry il concentre tellement l'attention que vous arrivez à compenser finalement et vous vous retrouvez dans des vraies situations de 4 contre 4 quoi. Et ça c'est vrai que c'était assez fort 4 contre 4 ou 3v4.
Et malgré tout, là-dedans, ce qu'on a vu, effectivement, ça a donné beaucoup de liberté pour les autres. En plus, il se trouve que les Warriors, là-dedans, ils ont la chance d'avoir 2 playmakers qui sont de très haut niveau, Jimmy Butler et Draymond Green. Et donc, en fait, eux, ils arrivent à trouver les ouvertures. Et c'est pour ça que le jeu sans ballon de Steph Curry marche aussi bien aussi. C'est parce que vous avez 2 joueurs, Jimmy Butler et Draymond Green, qui sont très bons derrière pour aller trouver les ouvertures, d'autant que vous avez Podziemski. Et que Podziemski, c'est le gars qui peut vous initier du pick and roll. Donc, hop là, Podziemski, il initie son pick and roll. Vous montez à 2 sur Podziemski. Podziemski, il trouve Butler ou il trouve Green. Et derrière, ils arrivent à dérouler du jeu. Et là-dessus, c'est vrai que les Warriors sont très dangereux. Mais ce qui est impressionnant aussi là-dedans, c'est que dans une série où Curry est ciblé à la mort, vraiment, à un point incomparable. Et je dis bien incomparable, hein. Même Jokic s'est pas fait cibler comme ça contre les Clippers. Hein. Et Curry il sort quand même une série à 24 points de moyenne, à 47% au tir, à quasiment 40% à 3 points, 6 passes d'aise, 6 rebonds. En fait, Curry, c'est pas un peu le Thanos quoi, de la NBA, quoi. Il est inévitable. C'est-à-dire que vous avez beau tout mettre sur lui, il est inévitable. Vous allez quand même vous retrouver avec un joueur qui arrive à produire de l'attaque pour lui, sachant qu'au plus vous focussez sur lui, au plus il va produire de l'attaque pour les autres finalement, sans toucher la balle. Et je crois que Steph Curry, il est dans un moment de sa carrière où il est en phase avec beaucoup de choses. Et moi, je le trouve très très fort. Et j'ai même envie de dire, je le trouve sans doute plus fort que lors du dernier titre. Et il est vraiment très impressionnant. Autre élément que je me suis noté, c'est peut-être le dernier, je crois que c'est le dernier que je me suis noté côté Warriors. Ouais, c'est ça. C'est le duo défensif Butler et Draymond Green. Là encore, moi j'ai été quand même assez impressionné par ce duo défensif qui a été extrêmement fort. D'abord, il faut quand même signaler que Draymond Green, s'il fait une mauvaise série offensive, vraiment une mauvaise série offensive, défensivement, il a été très très bon. Il a été très très bon parce que Sengun n'a jamais réussi à l'enfoncer et que finalement le plan qui consistait à jouer grand et à insister sur Sengun ne pouvait pas fonctionner, mais à cause de Draymond Green, parce que Draymond Green était trop fort pour le tenir. Et du coup, ce que Udoka a essayé de faire, c'est de fuir Draymond Green. Comment ? En essayant de multiplier des jeux d'écran. Comme de toute façon les Warriors veulent essayer de garder Draymond Green proche du cercle, et sur les écrans qui permettaient de sortir Sengun, il y avait un changement. Et Sengun se mettait à faire non pas du post-up, non pas du jeu post-bas et dos au panier, mais du face-up, donc du jeu face au panier. Et du coup, on a beaucoup retrouvé Sengun face à Buddy Hield, face à Podziemski. Et il n'a pas été si à l'aise que ça, finalement. Il n'a pas été si à l'aise que ça pour 2 raisons. La première, c'est que Houston a quand même été un peu tué par son spacing. Et qu'en fait, ça va venir à la deuxième, que Jimmy Butler et Draymond Green ont été incroyables, mais je dis bien incroyables, d'intelligence sur les aides un peu aveugles. Je m'explique. En fait, souvent, ce qui se passait, c'est que Sengun recevait le ballon, partait en face-up, et en fait, le problème, quand il est en face-up, c'est qu'il a le jeu face à lui. Et donc, trouver des opportunités par la passe, notamment près du cercle, avec les autres grands, c'est assez simple. Et là où en fait Draymond Green et Jimmy Butler étaient très forts, c'est qu'ils attendaient que Sengun enclenche son dribble, soit légèrement mis en difficulté sur le dribble par le défenseur, pour enclencher l'aide. Et à ce moment-là, en fait, souvent elle était faite dans le dos de Sengun. Sengun ne voyait pas arriver l'aide, et elle était très efficace. Et le niveau de synergie entre Butler et Draymond Green défensivement est vraiment exceptionnel. Moi, sincèrement, j'ai jamais vu ça sur des joueurs qui jouent depuis 2 mois ensemble, quoi. C'est-à-dire qu'ils parlent vraiment le même basket, ils défendent pareil et ils sont vraiment très très forts pour se concentrer là-dessus. Dernier élément, mais ça je vais pas m'étendre, mais les Warriors ont quand même été en difficulté face au physique de Houston. On l'a nettement vu, c'était pas simple de tenir. Ça a tenu tant bien que mal jusqu'au Game 7. C'est probablement ce qui leur fait perdre le Game 5 et le Game 6. Mais s'ils ont été capables de compenser leur manque de taille, ça leur a demandé énormément d'énergie. Et moi, j'ai pu avoir l'impression
que certains joueurs avaient du mal à tenir l'entièreté du match face à ce rouleau compresseur que pouvait être Houston. Mais attention, Minnesota sera tout autant un rouleau compresseur que l'a pu l'être pour le coup les Rockets. Alors maintenant, je vous propose qu'on passe côté Wolves. Et oui, côté Minnesota. En plus, moi, ça me fait chier parce que Minnesota, ils ont battu les Lakers. Je l'avais annoncé, donc je suis pas surpris. Si on avait suivi la saison des Lakers, en vrai, c'était assez anticipable. Peu importe, on n'est pas là pour parler des Lakers. Bravo à Minnesota d'avoir remporté cette série assez facilement. C'est un 4-1 qui fait assez mal, avec un 3-0 pour terminer, tous les Money Time gagnés. Enfin, c'était vraiment, vraiment très très fort côté Wolves. Et autant je m'attendais à une défaite des Lakers, autant je dois bien avouer que je ne m'attendais pas à voir les Wolves aussi forts. Alors je vais essayer de vous dire un peu les différents points moi, qui m'ont marqué dans cette série côté Wolves. Premier point qui m'a marqué, c'est à quel point Minnesota a été en capacité d'imposer le small ball aux Lakers. Et comment ils ont imposé le small ball aux Lakers ? C'est par un homme qui fait pas une très bonne série, mais malgré tout il t'apporte ça, c'est Rudy Gobert. Pourquoi ? Parce que je pense que l'objectif initial des Wolves, c'était d'empêcher Jackson Hayes d'être sur le terrain. Ça peut paraître bête, mais en réalité, ça n'est pas tant que ça. Pourquoi ? Parce que si Jackson Hayes n'est pas sur le terrain, il n'y a pas de pick and roll. Il n'y a pas de pick and roll parce qu'il n'y a pas de menace au cercle et il n'y a pas de verticalité au cercle. Et rappelez-vous, les Lakers, ils ont 2 des meilleurs joueurs de pick and roll de l'histoire de la NBA en réalité. Je pense qu'ils ont le meilleur joueur de pick and roll de la NBA avec Luka Doncic. Et LeBron, qui est un peu plus en difficulté physiquement aujourd'hui, on a quand même vu dans les derniers mois avec Anthony Davis que ça reste un superbe joueur de pick and roll. Et en plus de ça, vous avez aussi Austin Reeves. Et un des enjeux importants, je pense, pour Minnesota, c'était de faire en sorte que Jackson Hayes ne soit pas sur le terrain. Et c'est vrai que si vous n'avez pas de pick, en fait, vous avez beaucoup de 1 contre 1. Et je pense que Minnesota, ils ont un haut niveau de confiance dans leur capacité à tenir les 1 contre 1. Et dans cette série, on l'a vu. Pourquoi ? Parce que Randle, il est plus puissant que LeBron aujourd'hui. Et donc LeBron n'arrivait pas à passer l'épaule ou l'enfoncer. Donc il était efficace sur les 1 contre 1 sur LeBron. Et que McDaniels, bon an mal an, il était plutôt à l'aise sur Luka, qui fait une série avec quelques passages magiques, mais pas magiques sur l'ensemble, certainement un peu diminué physiquement et en difficulté. Et donc, je pense que les Wolves voulaient jouer ce jeu-là. Et Rudy Gobert, il était essentiel là-dedans, parce que à partir du moment où Rudy Gobert était sur le terrain, vous n'aviez plus d'accès au cercle. Vous n'aviez plus d'accès au cercle parce que toute la menace sur pick and roll de verticalité de Jackson Hayes n'était pas trouvable, que les lignes de drive un peu classiques étaient très difficiles à faire parce que vous avez Rudy à l'intérieur, et donc ils étaient obligés d'écarter le terrain, de sortir Rudy de la raquette. Et ils ont eu du mal à le faire, et ça n'a pas marché, mais en tout cas, très bon plan des Wolves, imposer le small ball aux Lakers pour imposer le 1 contre 1, et ils pensaient probablement qu'ils étaient suffisamment forts en attaque pour contrer la productivité d'un 1 contre 1 game de JJ Redick. Donc ça, c'est le premier point qui m'a quand même marqué dans la série des Wolves, et c'est donc quand même à mettre au crédit des qualités de Rudy Gobert. Le deuxième point, moi, qui m'a bien marqué, c'est que l'attaque, elle est quand même venue d'un peu partout. Elle est quand même venue d'un peu partout, et on savait contre cette équipe des Lakers, qui est composée de forts attaquants, regardez, suivez mon regard vers les Warriors, que c'était très important d'être en capacité d'aller cibler ces très forts attaquants qui sont des mauvais défenseurs. Et c'est vrai que autant on aurait peut-être pu s'attendre à ce qu'Anthony Edwards en fait soit surutilisé, et ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas parce que les Bulls ont fait confiance dans leur role player pour être en capacité d'aller attaquer les mismatchs. Il y a un premier joueur qui a été fortement mis en évidence là-dedans, c'est Jaden McDaniels. Jaden, je sais jamais, enfin McDaniels, en tout cas, moi c'est un joueur que j'adore.
Et c'est un joueur dans lequel je fonde beaucoup d'espoir parce que je trouve qu'il a des qualités athlétiques qui sont au-dessus de la moyenne, c'est sûr. Mais en fait, je trouve aussi que par sa longueur, il a la capacité en 1 ou 2 dribbles d'accéder au cercle. Et le problème de McDaniels, c'est qu'il n'est pas assez agressif. Il n'est pas assez agressif. Et on a beaucoup vu dans la saison régulière, la saison d'avant, ce manque d'agressivité impacter son attaque. Et là, cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. On l'a vu lors du premier match où il a été très très fort, et lors du match 3 aussi de mémoire, où il a attaqué Lucas encore et encore. Et en fait, vous ne pouviez pas cacher un mauvais défenseur sur McDaniels, parce qu'il était en capacité d'aller l'attaquer. Deuxième joueur qui a été fortement mis en évidence là-dessus, alors, est-ce qu'il faut parler de role-player ? Peut-être pas, mais en tout cas, c'est un joueur de complément aujourd'hui dans cet effectif de Minnesota. C'est Julius Randle. Et c'est pas rien d'ailleurs d'être capable de dire que c'est un joueur de complément. Parce que Julius Randle, il arrive dans un contexte un peu particulier, où c'est un joueur à très haut volume. Et je pense qu'une des grosses difficultés qu'a eu Minnesota sur les 2-3 premiers mois, c'est que ça a continué à être un joueur de très haut volume. Et il est passé d'un joueur de très haut volume à un joueur de début de haut volume. Et ça, c'était un changement majeur en fait pour Minnesota. Parce que tu passais d'un joueur qui prenait tous les ballons à un joueur qui prenait ballon surtout quand il avait l'avantage. Et là, Julius Randle, si vous lui donnez le ballon quand il a l'avantage, notamment physique, et là, il est très intéressant. Et c'est vrai que Julius Randle, il a fait vivre un enfer aux Lakers, en fait. Il a fait vivre un enfer aux Lakers parce qu'il est tellement puissant. Il est tellement puissant que LeBron n'a pas vraiment réussi à le tenir. Et qu'en tout cas, ça lui coûtait trop d'énergie. Et du coup, c'est Rui Hachimura qui s'est mis un peu Dorian Finney-Smith, mais il était beaucoup trop puissant pour eux. Et ils n'ont pas réussi à le limiter. Et en plus de ça, Julius Randle, il sort une série où il est excessivement à l'aise à 3 points. Et donc, il a été très impactant. Et quand je vous dis que l'attaque est venue de partout, elle est forcément aussi venue d'Anthony Edwards. Et forcément, il faut parler d'Anthony Edwards, qui est extraordinaire dans cette série. Extraordinaire. Moi, j'ai trouvé Anthony Edwards très très fort sur 2 aspects. Le premier, c'est le playmaking. C'est le playmaking. Moi, je sais pas si un jour il sera élite au playmaking, Anthony Edwards, je pense pas, mais là franchement, ça commence à devenir vraiment pas mal quoi. Ça commence à devenir vraiment pas mal. On a vu les Lakers essayer de le feinter, de le bait beaucoup, c'est-à-dire de lui donner l'impression qu'une aide allait venir. LeBron l'a beaucoup fait, des espèces de feintes de stunts. Et l'idée c'était en fait de lui provoquer une passe et de surgir sur la ligne de passe et d'intercepter. Pas de naïveté côté Anthony Edwards. Il a été en capacité de ne pas donner ces balles-là. Et c'est ce qui fait qu'il perd aussi peu de ballons sur la série. Deuxième élément sur le playmaking où il est vraiment pas mal, les aides côté faible. Sur les aides côté faible, ça a été un carnage. Alors, excusez-moi, côté faible, moi c'est ma déformation Touquet. Les aides côté fort, pardon. Les aides côté ballon. Les Lakers, en fait, ils aiment beaucoup aider côté ballon. Pourquoi ? Parce que c'est le joueur qui est plus proche du driver. Et l'idée, c'est de se dire, comme tu es proche du driver, tu vas vite venir le gêner. Le problème, c'est que Edwards était tellement bon sur le dribble que le défenseur sur lui ne le ralentissait pas vraiment. Et donc, quand venait l'aide côté ballon, il pouvait tout de suite identifier la passe à faire et ça générait un tir ouvert dans le corner. Et Edwards a été vraiment à l'aise là-dessus. Donc, un playmaking vraiment intéressant. Et ça va être cool parce que si jamais les Warriors choisissent de mettre des forts défenseurs sur Edwards ou de le doubler, là on se rend compte qu'il commence à être de plus en plus dur à doubler et de plus en plus dur à limiter si on limite son scoring quoi. Et le deuxième élément où il a été très fort, c'est en closer quoi. Enfin vraiment quelle capacité à clôturer la série. Minnesota gagne tous les money time et il le doit essentiellement à Anthony Edwards qui a quand même montré une variété assez extraordinaire. On l'a vu être en capacité sur le dribble de générer du 3 points, ce qu'il a fait toute l'année très 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 bien, mais aussi de générer du drive. Et en fait, il y a eu un truc assez intéressant dans ce qu'a fait Edwards, c'est qu'il s'est gardé les drives pour les fins de match. Je m'explique, face au small ball des Lakers, la tentation, c'était de drive tout le temps pour lui. Le problème, c'est que si vous drivez tout le temps, déjà, vous vous fatiguez fortement, et deuxième, au bout d'un moment, la défense, elle va quand même s'habituer. Et Edwards, il a gardé le drive pour des moments clés. Les moments clés, c'était quand les Lakers avaient des coups de chaud et c'est les fins de match. Et il a été très très fort là-dessus. Donc, premier élément, imposer le small ball. Deuxième, l'attaque qui vient de partout. Troisième, la bataille des possessions.
Et oui, un peu comme Houston l'a fait contre les Warriors, la bataille des possessions. Ils prennent 30% de rebonds offensifs contre 23 pour les Lakers. Et ils font 10% de turnover quand les Lakers en font 14%. Les Wolves ont été très très bons sur le jeu des possessions. Pourquoi ? Small ball, c'est pas grave pour Minnesota. Eux, ils sont pas obligés de jouer small ball parce que même si Rudy peut pas être dans la raquette, ils peuvent jouer avec Julius Randle, très bon rebondeur offensif, avec Naz Reid, bon rebondeur, McDaniels aussi est un joueur qui peut aller jouer le rebond, et puis forcément, si Rudy Gobert est là, Rudy Gobert. Et donc sur la bataille des possessions, ils ont été nettement dominants, notamment sur la partie rebond, mais aussi sur la partie turnover. Pourquoi ? Parce que ils ont une défense qui est étouffante. Ils font partie de ces équipes qui ont une défense étouffante. Ils prennent pas le même niveau de risque que ce que peut faire OKC. C'est pas du tout le même type de défense. C'est une défense qui est beaucoup plus dans le duel et le 1 contre 1, beaucoup moins dans la prise à 2, mais qui est très très fiable. Et autant ils vont moins générer de chaos que ce que peut faire OKC, mais ils sont très très forts pour intercepter sur l'homme. Et donc ça, on l'a vu, beaucoup d'interceptions. Et à l'inverse, ils ont un jeu offensif assez simple. Il n'y a pas beaucoup de jeux de cut en réalité. C'est beaucoup d'isolation, un peu de pick and roll. On prend relativement peu de risques sur les passes et donc on génère peu de pertes de balles. Et donc Minnesota, là encore, très très fort là-dessus. Dernier élément, c'est la gestion des fins de match. Je ne reviens pas trop dans le détail là-dessus parce que je vous l'ai déjà expliqué, très très bonne gestion des fins de match et ils le doivent notamment à Anthony Edwards. Du coup, je pense que si vous m'avez un petit peu suivi là durant cette explication, vous savez un peu où j'ai envie de vous emmener. Sur les éléments que je veux voir dans la série. Je vais boire un petit coup quand même. Sur les éléments que je veux voir dans la série. Vous devez voir un petit peu où je veux vous emmener. Alors, quels sont les éléments que je vais regarder dans cette série ? La première, c'est comment les Warriors arrivent à défendre face à une équipe qui certes présente les mêmes capacités que Houston sur la bataille du rebond, mais qui par contre a un net meilleur spacing. Et oui, parce que en fait, ce qui est intéressant avec les Wolves, c'est qu'ils peuvent jouer grand et avoir du spacing à la fois en étant très large autour de la ligne à 3 points, mais aussi sur de la verticalité. Parce qu'en fait, Gobert, il t'apporte de la verticalité quand même, même s'il n'est pas extrêmement fort, mais il t'apporte de la verticalité. Donc, toi qui vas jouer relativement petit, tu risques de te faire un petit peu punir. Bon, même si Gobert, aujourd'hui, il ne montre pas des capacités à punir. Et le match 5 contre les Lakers, c'est essentiellement parce que les Lakers le laissent tout seul. Mais vous avez aussi la capacité de jouer avec le duo Randle-Reid, qui te donne à la fois du shoot et de la passe. Et donc, la question que je me pose, c'est comment les Warriors vont arriver à défendre face à ce meilleur spacing qui ouvre les lignes de drive. Et oui, c'est ça qui est important. Comme ils ont un spacing assez bon, les Wolves, ils ont les lignes de drive. Et donc les Warriors qui avaient choisi de mettre un roster très offensif, une rotation très offensive, est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à le faire ? On l'a vu en tout cas côté Lakers, que c'était pas possible. Que c'était pas fonctionnel en tout cas. Que demain, si tu mets Buddy Hield et Podziemski, c'est sans doute trop dur face aux Wolves. Parce que tu vas te faire cibler. Qui vont les amener, que tu vas te retrouver avec Anthony Edwards qui attaque sur l'un des deux, et qu'en fait, ou Julius Randle, et en fait, c'est trop difficile. Et donc, est-ce que les Warriors vont devoir ressortir leurs défenseurs ? Est-ce que Gary Payton, qui était blessé pour le match 7, mais je crois qu'il devrait jouer, est-ce que Gary Payton doit jouer plus ? Est-ce qu'on va revoir un peu de Kuminga, qui est vraiment pas en rythme ? Est-ce qu'on va revoir, je sais pas moi, un peu plus de défense intérieure ? Enfin, je trouve que c'est un sujet intéressant, parce que tu peux très bien remettre un peu de défense intérieure, te dire, en fait, le drive d'Edwards, on n'arrive pas à le tenir, mais par contre, on peut mettre Kevon Looney, parce qu'on se dit que Julius Randle, il va pas tourner à 45% sur la série, donc tu mets Kevon Looney, et du coup, t'as un peu plus de défense. Mais je suis curieux de voir ce que les Warriors font face à ce meilleur spacing et s'ils conservent leur rotation. Moi, je pense pas qu'ils peuvent continuer à jouer avec Podziemski et Buddy Hield dans le 5. Ça me paraît un peu suicidaire. Mais on verra ce qu'ils font sur ce sujet-là. Le deuxième, c'est comment les Warriors vont-ils faire pour ne pas autant perdre la bataille des possessions face à une équipe
qui a nettement une meilleure attaque. Et c'est vrai que ça joint un peu le premier sujet, mais moi je pense que les Warriors, contre Houston, ils ont pu abandonner la bataille des possessions parce que Houston était tellement faible offensivement qu'une fois de plus, ils pouvaient jouer avec leurs attaquants. Et donc, ils arrivaient à compenser. Le problème, c'est que si tu perds la bataille des possessions contre les Wolves, ils ont vraiment une meilleure attaque, pour le coup, que Houston. Les Wolves, c'est la 8e attaque de la saison régulière, quand même. Donc, ils ont vraiment construit une très très bonne attaque cette saison-là. Et donc, si tu te retrouves pour limiter la perte de la bataille des possessions, du coup, à remettre des pivots, notamment, donc à remettre Jackson Davis, à remettre Kevon Looney, il va falloir que ton attaque compense. Et donc, là où tu arrivais à attaquer de manière assez optimisée avec Podziemski, avec Buddy Hield, avec Steph Curry, avec Jimmy Butler et avec Draymond Green, bah c'est tout de suite plus difficile si tu es obligé d'enlever Buddy Hield et de le remplacer par Kevon Looney. Parce que ton spacing est moins bon, que du coup il y a moins de danger, qu'il y a plus de prises à deux, et donc il faut arriver à compenser ça. Et là-dessus, c'est vrai que moi je suis un petit peu inquiet. Parce que là-dessus, j'ai peur qu'en fait, Draymond Green se retrouve à avoir à faire beaucoup de playmaking, et notamment du playmaking peut-être un peu vers l'intérieur, que ce soit sur les cuts de Butler ou pour Kevon Looney, du playmaking aussi vers l'extérieur, mais avec des joueurs qui seront moins ciblés. Et moi, Green, je le trouve quand même moins à l'aise qu'avant sur le playmaking. Je ne sais pas si c'est physique, parce que c'est vrai que Draymond Green, il se retrouve beaucoup dans des positions, en fait, il est rollman, et en fait, il faut une certaine forme d'agilité pour se retourner, comprendre où sont les shooters. Donc peut-être que c'est physique. Mais je trouve que c'est un passeur moins génial qu'il n'a pu l'être par le passé, quoi. Et donc ça m'inquiète un peu. Le deuxième, c'est s'ils mettent plus de défenseurs, la possibilité, par exemple, c'est peut-être de, je ne sais pas moi, peut-être pas mettre Kevon Looney, mais de mettre plus de Gary Payton. Eh ben, il risque d'être un peu dépendant du shoot de Butler et de Gary Payton. Parce que, quand bien même Draymond Green serait à l'aise sur la passe, si vous avez par exemple Rudy Gobert sur le terrain, ok, bon, les cuts, elles sont mortes. Le jeu de pick and roll, il est un peu dead. Par contre, ce que vous pouvez avoir, c'est du coup, vous donnez plus la balle à Steph Curry, il fait du pick and roll avec Draymond Green, vous arrivez à enlever Rudy Gobert de la raquette, et donc Steph Curry arrive à trouver Draymond Green, et là, Draymond Green, il va pas pouvoir finir. Parce que derrière, il y a encore Julius Randle, par exemple. Donc il pourra pas finir. Il va falloir qu'il trouve les shooters. Le problème, c'est que si les shooters, c'est Podziemski, Gary Payton et Jimmy Butler, eh ben, tu vas commencer à être dépendant en fait du shoot, de l'efficacité au shoot de Jimmy Butler et de Gary Payton, quoi. Et là, moi, je suis un peu inquiet parce que sur le long d'une série, j'ai peur que ça soit pas assez fonctionnel. Donc, comment les Warriors vont réagir face à cette attaque qui, pour le coup, est bien plus fonctionnelle que celle de Houston? Est-ce qu'ils vont devoir mettre plus de défenseurs? Est-ce qu'ils partent dans du full attaque? On verra bien. Moi, j'ai peur que ça soit un peu insoluble, ce truc-là, en réalité, pour les Warriors. Mais forcément, il peut aussi se passer quelque chose. C'est que le supporting cast de Minnesota, il peut aussi être nettement moins efficace qu'il ne l'a été contre les Lakers. C'est aussi une possibilité. Et donc, le troisième élément que moi, je vais regarder, c'est est-ce que le supporting cast de Minnesota est aussi bon en attaque, notamment sur l'attaque des mismatchs. On l'a dit, Minnesota, c'est la 8e attaque cette saison. Et c'est une attaque qui fonctionne plutôt très bien. Mais je vais quand même regarder avec pas mal d'attention Julius Randle et Jalen McDaniels. Parce que c'est eux qui ont fait très très mal en fait aux Lakers. C'est eux qui ont puni le small ball pour le coup et qui ont rendu tout ça insolite pour les Lakers. Julius Randle, il va être défendu, probablement un petit peu ciblé par deux joueurs qui sont nettement meilleurs défensivement que les LeBron James ou Rui Hachimura. C'est Jimmy Butler et Draymond Green. Alors, il a la puissance sur Jimmy Butler, mais le problème c'est que Jimmy Butler, c'est un voleur de ballon d'exception. Et c'est très très dur d'enfoncer Jimmy Butler et de l'attaquer sur le face-up parce que, pour le coup, il risque de vous prendre la balle. Et Draymond Green, à un moment donné, alors je pense que Randle est encore plus physique que Sengun, mais si Draymond Green il tient contre Sengun, il peut tenir contre Randle. Et si jamais Randle a du mal à imposer son physique,
Moi, je trouve que Randle, il est efficace sur son shoot à partir du moment où il n'en est pas dépendant. Mais s'il est attaqué sur son physique, il peut devenir un peu dépendant de son shoot. Et donc là encore, si Julius Randle n'est pas efficace offensivement, eh ben peut-être que ça peut permettre aux Warriors de retourner avec un 5 plus offensif comme on l'a vu contre Houston. Deuxième joueur, c'est McDaniels. McDaniels, il fait une série géniale contre les Lakers par instant. C'était pas le cas à tous les matchs déjà, mais par instant. Mais enfin bon, la carrière de McDaniels ne laisse pas à penser que ça soit son niveau moyen offensivement. Là encore, il devrait pouvoir attaquer des mismatchs. On verra s'il arrive à être aussi efficace. Il n'aurait pas d'excuse en réalité à ne pas l'être. Il n'y a pas trop de raisons par rapport à la série contre les Lakers pour expliquer que McDaniels puisse être moins efficace. Il va sûrement se retrouver de manière assez régulière sur Steph Curry, je pense. Peut-être aussi un petit peu sur Buddy Hield. Alors, Steph Curry est un meilleur défenseur que Luka Doncic, donc ça va le challenger un peu. C'est un bon défenseur, Steph Curry. Mais bon, probablement que si Steph Curry défend sur McDaniels, Finch il va demander à McDaniels d'attaquer Curry parce qu'il faut le fatiguer. Et je pense que, une fois de plus, autour de la qualité de l'attaque de ces deux joueurs-là, en fait, va se jouer le roster des Warriors. Je pense que si Randle et McDaniels sont en difficulté, les Warriors vont se dire, c'est pas grave, on va faire comme contre Houston, enfin tant mieux, pardon. On va faire comme contre Houston, Curry, Buddy Hield, Podziemski, Butler, Green. Et là, on a une bonne attaque. Et on a une bonne attaque, et en fait, on accepte que Edwards soit fort, mais bon, si Randle et McDaniels le sont pas, ma foi, ça compense. Et ça compense même plutôt bien. Donc forcément, j'aurais pu aussi dire Reed, mais Naz Reid, il faut qu'il règle ses problèmes de faute. C'était vraiment le problème contre les Lakers. Mais je suis moins inquiet sur Naz Reid, qui est vraiment difficile à coincer, quoi. Dernier élément que je vais regarder, c'est Steph Curry. Je pense que Steph Curry, il aura plus d'espace que contre Houston. Pourquoi ? Parce que Minnesota, je vous l'ai dit, c'est pas une défense qui, pour le coup, prend beaucoup de risques. Et je suis pas sûr qu'ils vont prendre le risque de jouer du 4 contre 4 ou de sortir à 2, parfois limite à 3 sur Curry. Et je pense qu'ils vont faire un peu plus confiance, pour le coup, à leurs défenseurs et à McDaniels et Alexander Walker, en fait. Ça va être surtout eux deux, je pense, qui vont être missionnés sur lui, qui sont des mecs qui naviguent très très bien dans les écrans, qui sont très longs, donc qui peuvent rattraper leur retard par la longueur. Et je pense que Curry, pour le coup, il sera un peu moins ciblé que contre Houston. Et la question que je me pose, c'est à quel point ça peut débloquer l'attaque des Warriors. Parce qu'on a vu une série de Curry à 24 points par match et en difficulté à certains moments. La réalité, c'est que le niveau de Curry sur les 2 derniers mois de la régulière, c'est un niveau où s'il n'est pas hyper ciblé, il met 35, quoi. Il met 30-35. Je pense que Curry peut faire une série à 30-35 points avec un haut niveau d'efficacité et commencer à rendre ça un peu insoluble. Je pense que le niveau actuel de Curry, il est là. Et donc je pense que c'est vrai que ça fait partie aussi des éléments qui pourraient permettre aux Warriors de compenser un roster plus défensif. Si tu es obligé de mettre un roster plus défensif mais que Curry a plus d'espace et qu'il est très efficace, ça compense un peu aussi. Donc voilà un peu les 4 éléments que je vais regarder. Et vous avez compris qu'en fait, ça joue beaucoup autour de l'impact de ces 4 éléments sur le roster en fait, des Warriors et sur les options que prend Steve Kerr sur ses role-players. Et donc forcément, ce qui va être important, c'est les role-players, mais ça c'est toujours le cas dans une série de playoffs. Ça se joue souvent plus sur la capacité à mettre les role-players dans de bonnes conditions qu'à mettre les stars dans de bonnes conditions qui font toujours à peu près leur série. Donc voilà, les 4 éléments que je vais regarder, la bataille des possessions, comment les Warriors y répondent, comment les Warriors défendent face à un meilleur spacing, est-ce qu'ils changent leur rotation, on a encore la qualité de l'attaque du supporting cast de Minnesota, et donc ce que donne Curry avec un peu plus d'espace. Maintenant, place au prono. Alors, si les Warriors l'emportent, c'est dans quel scénario ? Je pense que les Warriors l'emportent si Julius Randle est pas à l'aise, en fait, face à la défense individuelle de Butler et Green. Si en fait Rudy Gobert confirme ses difficultés à conclure, si McDaniels n'est pas spécialement agressif, et si Naz Reid a toujours ses problèmes de faute. Parce que je pense que dans ce contexte-là, ça voudrait dire que Minnesota
n'arrive pas à mettre énormément de points, qu'on part sur une série défensive, et une série défensive dans laquelle les Warriors peuvent remettre le 5 qu'ils ont adoré contre Houston, le 5 avec Curry, Podziemski, Buddy Hield, Jimmy Butler et Draymond Green. Et que finalement, ils reproduisent un peu ce qu'ils ont fait contre Houston. Je pense qu'effectivement, une grosse part de la série est notamment dans les mains de Julius Randle, mais aussi voilà, dans les mains de Randle, de McDaniels et de l'ensemble de ses Gobert, de l'ensemble de ses role-players. Effectivement, s'ils n'y arrivent pas, ça peut être compliqué pour Minnesota. A l'inverse, dans quelles conditions Minnesota l'emporte? Déjà, je vais encore le dire comme je l'avais dit pour OKC, mais je pense que si c'est une série normale, c'est Minnesota qui l'emporte. Parce que Minnesota a juste plus d'arguments, quoi. Ils sont plus physiques, ils ont moins joué dans la série d'avant, et ils ont structurellement, je crois, de meilleurs arguments que les Warriors pour jouer contre les Warriors, que ne l'ont les Warriors pour jouer contre les Wolves. Mais je pense qu'ils seront particulièrement à l'aise s'ils arrivent à profiter de leur capacité à marquer près du cercle. Je pense que si en fait Rudy Gobert, je vois pas comment il peut être moins droit contre les Lakers, sincèrement. Mais si Rudy Gobert est à l'aise près du cercle, si Julius Randle arrive à être trouvé dans des situations un peu lancées qui l'amènent au cercle, si Edwards arrive toujours à bien choisir ses moments pour attaquer le cercle et que McDaniels aussi, et ben je pense qu'en fait les Warriors ils vont être contraints de remettre du Jackson Davis et du Kevon Looney et ça sera trop négatif en fait pour les Warriors et ça marchera pas et ça ira assez vite. Voilà un peu les conditions qui me paraissaient pouvoir partir sur ce scénario. Et donc mon prono très rapidement, je pense que les Wolves qui ont l'avantage du terrain, d'ailleurs, oui, ils ont l'avantage du terrain. Les Wolves qui ont l'avantage du terrain, je les vois bien gagner cette série 4-1 assez facilement. C'est un peu comme pour OKC Denver. Je pense que si la série dure, c'est dangereux pour Minnesota parce que ça veut dire que les deux équipes sont finalement assez proches et les Warriors sont quand même très rodés et très expérimentés pour clôturer les money time. Donc attention si la série dure. Minnesota a vraiment tout intérêt à faire en sorte que cette série ne dure pas. Mais je pense que Minnesota va l'emporter 4-1. Voilà pour cette preview entre les Warriors et les Wolves. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez, aussi ce que vous pensez de ces modules seuls, qui n'ont pas forcément vocation à se répéter, mais qui permettent de dépanner à certains moments. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Et en tout cas, restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. À plus!